Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Santé Plus. Donc nous avons le plaisir avec Bernard Brocker, bonjour Bernard, de recevoir le docteur Paul Blanc-Durand, qui est docteur en médecine nucléaire, qui a un parcours assez exceptionnel puisqu'il a fait médecine et une grande école de commerce. Il a reçu différents prix. Vous travaillez au CHU Henri Mondor de Créteil et nous allons aujourd'hui découvrir un sujet. Je dis bien découvrir parce que peu de personnes ont des connaissances très approfondies comme vous les avez sur la médecine nucléaire. Alors je rappelle ce que c'est que la médecine nucléaire. La médecine nucléaire a pour propriété d'utiliser la radioactivité à des fins médicales. Et c'est le sujet que nous allons vous proposer aujourd'hui. Donc ma première question, ce serait: qu'est-ce que c'est que la médecine nucléaire en 2021 ? La médecine nucléaire en 2021, elle a beaucoup changé depuis celle qu'a inventée Pierre et Marie Curie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Elle travaillait sur le radium essentiellement et elle a découvert donc, ces émissions radioactives. Nous, en 2021, on les utilise à des visées diagnostiques, soit pour des pathologies en cancérologie, donc pour mieux diagnostiquer, mieux traiter, mieux prédire l'évolution d'un cancer, mais également par exemple dans des pathologies neurodégénératives, dépister plus tôt les maladies d'Alzheimer parce qu'on a envie de savoir plus rapidement si le patient est atteint pour espérer trouver des thérapeutiques avant qu'il ne soit trop tard. Et également des impacts thérapeutiques, on peut modifier ces radioéléments pour les rendre toxiques, essentiellement pour des cancers. Par exemple, l'iode 131 pour les cancers de la thyroïde, le plus connu, mais de manière plus récente sur d'autres tumeurs, comme les tumeurs neuroendocrines ou les cancers de prostate. Comment s'appellent les appareils dont vous vous servez ? On se sert de deux types d'appareils pour l'imagerie, donc essentiellement des scintigraphies. Ces scintigraphies, elles sont 2D, donc pour regarder une image planaire, ou 3D, et dans ce cas-là, on parle de tomoscintigraphie par émission monophotonique, TEMP en français, ou SPECT pour Single Photon Computed Emission Tomography en anglais. Ça, c'est la première type de machine. L'autre type de machine, c'est la TEP, tomographie par émission de positrons, PET en anglais. Ces images sont hybrides, elles sont maintenant systématiquement couplées à une imagerie morphologique, donc des scanners ou des IRM, comme on a la chance de l'avoir au CHU Henri Mondor. Elles permettent donc du coup de compléter l'information morphologique du scanner ou de l'IRM par des informations métaboliques. Le plus utilisé, c'est le sucre radioactif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir étudier la distribution du sucre dans l'organisme. L'organisme consomme du sucre de manière énergétique, de manière normale pour le cerveau par exemple, le cœur, le foie, c'est là où il est stocké. Mais de manière anormale, certaines pathologies tumorales, inflammatoires ou infectieuses vont consommer ce sucre et ça nous permet de les dépister plus précocement que le scanner. Alors, comment avez-vous eu l'envie de parcourir cette formation, qui est quand même une formation assez complexe, et qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir médecine nucléaire par rapport à d'autres spécialités peut-être plus abordables ? C'est, je pense, une spécialité qui est très médico-technique. Donc on a à la fois le côté médical, avec des impacts importants lors des réunions de concertation pluridisciplinaire dans les prises en charge en cancérologie, puisqu'on va classer un patient en stade localisé versus métastatique, donc c'est une prise en charge complètement différente. Il y a un impact thérapeutique avec toutes les thérapies innovantes, donc c'est une spécialité qui bouge beaucoup. Et puis c'est aussi une spécialité où on a le temps de se consacrer à la recherche, de se consacrer à l'innovation et au transfert de technologie. C'est tous ces arguments. Et puis j'aime beaucoup aussi tout ce qui est le côté encore scientifique vraiment et fondamental de la recherche. Et c'est le cancer, votre principal objectif ? Alors oui, la pathologie que j'étudie le plus, c'est le cancer de manière un peu indifférenciée, parce qu'il y a plein de types de cancers. On pourrait imaginer des cancers du sein, des cancers du poumon. Nous, on s'intéresse surtout un peu à tout type de cancer.
Alors pour nos téléspectateurs, même si la médecine a fait de véritables progrès dans le domaine de cancer, notamment dans le cancer du sein, mais il y a encore des cancers qui sont difficiles à prendre en charge. Et donc j'ai envie de vous poser la question, comment vous liez la médecine nucléaire et l'intelligence artificielle pour tenter d'apporter des réponses à des problématiques de prise en charge chez des malades qui sont peut-être il y a 4 ou 5 ans auraient été condamnés et qui grâce à cette technique vont peut-être avoir une moyenne de survie un peu plus longue. Alors, je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle sauve des vies aujourd'hui. Elle peut avoir néanmoins au moins trois impacts directs sur les patients. Le premier, ça serait des images qu'on peut appeler augmentées ou par exemple, nous on injecte ce produit radioactif, une certaine quantité. On pourrait imaginer injecter moins de cette quantité pour que le patient soit moins irradié et avoir des images de qualité identique. Ça va être déjà une amélioration des images. Le deuxième axe où ça peut aider et peut-être réduire les erreurs, ça va être sur l'aide à l'interprétation. Donc aider le médecin nucléaire dans son interprétation pour qu'en fin de journée, par exemple, il ne le manque pas une lésion sur sa vacation, ce qui peut arriver malheureusement. Et donc là, l'aide à l'interprétation de l'intelligence artificielle peut être très utile. Le troisième axe, ce serait peut-être des nouveaux biomarqueurs. Donc on sait que, par exemple, la charge tumorale totale, c'est-à-dire le volume en fait, en millilitres de cancer, est pronostique dans de nombreux cancers. Et alors, expliquez-nous ça. Oui. Et pronostic dans de nombreux cancers. C'est-à-dire qu'on sait qu'une charge tumorale élevée, donc versus une tumeur qui fait 1 millilitre versus une tumeur qui fait 1 litre, on sait que c'est de plus mauvais pronostics. Sauf que malheureusement, on ne peut pas le faire en routine clinique. Imaginez quelqu'un qui a une centaine de localisations métastatiques. On ne peut pas les entourer toutes une à une. Bien sûr. Et là, l'intelligence artificielle peut être très utile, c'est-à-dire qu'elle va détecter automatiquement et contourer toutes les lésions et rapporter le volume métabolique tumoral total. Alors vous avez parlé des biomarqueurs. Pour nos téléspectateurs, ça veut dire que sous votre contrôle, on est capable, avant d'engager un traitement, grâce à la médecine nucléaire et à l'intelligence artificielle, de finalement mieux déterminer quelle molécule, on va dire quelle thérapeutique sera la plus adaptée à quel type de patient et aussi dans le temps. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça de la manière la plus simple possible ? Tout à fait. L'idée, par exemple, ce serait d'évaluer précocement une chimiothérapie avant qu'elle ait eu le temps de diminuer en taille. Par exemple, au bout d'une cure de chimiothérapie, on sait qu'elle n'a pas eu le temps de diminuer en taille. Par contre, elle peut avoir diminué en métabolisme. Donc, ce qu'on va regarder, son métabolisme glucidique, donc du sucre. Et si elle a suffisamment bien répondu, donc nous, on a des critères de réponse de cette tumeur-là, peut-être envisager une désescalade, c'est-à-dire faire une chimiothérapie moins intensive chez ces patients-là. Et à l'inverse, si elle n'a pas suffisamment répandu, envisager une chimiothérapie plus forte. Et ça a été montré par exemple dans les lymphomes. On arrive à ne pas perdre de chance des patients en désescaladant, donc en diminuant la dose de chimiothérapie, sachant que c'est souvent des patients jeunes qui du coup vont avoir des complications à long terme de leur chimiothérapie. Et donc c'est vraiment important de bien traiter et de traiter le bon patient. Vous êtes jeune, vous avez commencé, donc on peut dire, il n'y a pas trop longtemps. Est-ce que dans cette brève période, vous avez vu des améliorations importantes dans la façon dont vous arrivez à soigner les malades ? Étant jeune, je pense que je n'ai pas suffisamment de recul pour voir comment c'était avant. J'ai l'impression d'arriver déjà et que presque tout est fait, mais il y a encore tellement de choses à faire. On a l'impression, en effet, qu'on arrive maintenant à mieux guider les thérapies, et notamment, par exemple, il y avait aussi une étude très intéressante sur des cancers du sein. Et on peut donner des inhibiteurs de l'aromatase en fait, chez ces patientes-là. Et nous, en médecine nucléaire, on peut faire un traceur radioactif des récepteurs aux œstrogènes. Et en fait, on s'est aperçu que certaines patientes étaient sous-dosées grâce à ce radiopharmaceutique, parce qu'il ne devrait pas se fixer sur sa cible si le médicament agit sur sa cible. Et donc, du coup, en augmentant la dose, on arrivait à récupérer le pronostic de ces patientes.
Alors vous avez évoqué tout à l'heure le sujet des maladies neurodégénératives. Évidemment, c'est un sujet très demandé, vous pouvez l'imaginer, parce que tout le monde est en attente de savoir comment on va résoudre ce problème de les maladies neurodégénératives, mais les maladies d'Alzheimer. Qu'est-ce que vous menez à bien comme recherche et qu'est-ce que la médecine nucléaire, l'intelligence artificielle, enfin votre champ de compétences, qu'est-ce que ça peut permettre de faire avancer et de découvrir peut-être? Alors donc la maladie neurodégénérative, donc essentiellement la maladie d'Alzheimer pour la médecine nucléaire et ses dérivés, induit une mort neuronale qui va se voir à un stade tardif sur des IRM avec une atrophie du cortex. Et avant cette atrophie, en médecine nucléaire, on va avoir des hypométabolismes cérébraux dans des régions associatives du cerveau. Ça veut dire quoi, concrètement? Concrètement, c'est des régions qui ne vont pas fonctionner de manière normale, avec une topographie qui est assez spécifique de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est dans le traceur du sucre, le fluorodéoxyglucose. Mais on peut le faire dans d'autres traceurs, des traceurs de la plaque amyloïde, donc c'est-à-dire avant cette mort neuronale, on a déjà de l'accumulation d'une plaque amyloïde, et donc on a des traceurs spécifiques de la plaque amyloïde. Est-ce que ça veut dire que, on est en théorie, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait faire cet examen à toutes les personnes de 45 ans, par exemple, c'est-à-dire très très jeunes, et prédire la maladie? Est-ce que c'est tout à fait ça. Par exemple, en fait, on le fait chez des patients des formes familiales de maladie d'Alzheimer, où on sait qu'ils vont développer une maladie d'Alzheimer. Et donc, pour mieux comprendre la physiopathologie, parce que donc là, je vous ai dit la mort neuronale, l'accumulation des plaques amyloïdes, et en fait, encore avant, il y a une phosphorylation d'une protéine tau qu'on peut aussi voir par la médecine nucléaire. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de thérapeutique. Et donc, en fait, à quoi sert de mieux diagnostiquer des patients si on ne peut pas avoir d'impact thérapeutique? Alors, l'enjeu est quand même de se dire, en ayant connaissance plus tôt des mécanismes de dérégulation de la maladie d'Alzheimer, on va pouvoir cibler avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de la médecine nucléaire. Et quel est votre axe principal de recherche en ce moment? Donc moi, mon axe de recherche principal, il est essentiellement sur l'intelligence artificielle appliquée à la médecine nucléaire. Donc comment est-ce qu'on fait pour mettre des a priori dans des modèles d'intelligence artificielle basés sur des connaissances que nous avons de la reconstruction de l'image, de l'anomalie que l'on cherche à détecter. Donc ça, c'est pour la détection d'anomalies sur les TEP scanners au fluorodéoxyglucose. Et sinon, mon deuxième axe de recherche, c'est sur les mesures anthropométriques. Donc c'est la capacité à mesurer des compartiments graisseux sous-cutanés ou intra-abdominales, mais également la masse musculaire, pour identifier des patients qui sont plus à risque de toxicité de leur chimiothérapie, de plus à risque de complications, donc les maladies thromboemboliques veineuses, les infections, les fractures avec des chutes. Du coup, à terme, les toxicités de la chimiothérapie plus des complications font que ces gens sont à risque augmenté d'avoir des événements graves, type le décès. Et donc on mène un projet avec l'entrepôt de données de santé de la PHP sur 170 000 patients avec différents types de cancers pour essayer de mesurer ces paramètres anthropométriques et l'impact qu'ils ont sur la prise en charge des patients. À nouveau, ce sera pour ajuster la thérapeutique, voire même en fait la stopper. Ça veut dire qu'avec ce type de connaissances, on pourrait stopper ces traitements? L'idée, ça va être de repérer des patients qui ne bénéficieraient pas d'une thérapeutique, par exemple, qui sont à risque trop élevé d'avoir une toxicité de la chimiothérapie pour un bénéfice non suffisant. Oui. Donc l'idée, oui, c'est vraiment de mieux identifier les patients et de les stratifier. Ouais. Alors stratifier les patients, ça permet de leur apporter une réponse plus juste, on va dire ça comme ça, de manière simple. Vous avez évoqué l'alimentation, enfin en tout cas le métabolisme, et on sait effectivement aujourd'hui, c'est important pour nos téléspectateurs, que une personne mieux préparée psychologiquement et mieux préparée aussi d'un point de vue
corporelle, enfin, sur sa santé physique, réussit mieux un traitement lourd comme les traitements de radiothérapie ou chimiothérapie. J'aimerais bien que vous développiez un petit peu parce que c'est très important évidemment d'augmenter ses chances et d'arriver dans la position la plus optimale, on va dire, face à un traitement qui est souvent lourd à supporter. Tout à fait, l'état nutritionnel des patients est fondamental en cancérologie, hein, donc il faut arriver à maintenir une forme et la capacité de son système à se défendre, hein, puisque c'est vraiment le cancer, c'est quelque chose malheureusement d'extrêmement vivant, hein, il n'y a même quasiment rien de plus vivant. Ça survit très bien, et en fait c'est un combat entre l'hôte, hein, qui est souvent dépassé en fait. Hein. On a toujours des petites cellules tumorales qui se forment, mais souvent notre système immunitaire arrive à les combattre. Malheureusement, dans le cancer, c'est un dépassement, c'est la cellule échappe au contrôle immunitaire et elle prolifère. Pour se donner toutes les chances d'arriver à combattre, il faut que notre système immunitaire soit présent et pour ce faire, il faut qu'il y ait les ressources énergétiques nécessaires. Donc l'alimentation a toute son importance dedans. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce que les programmes d'intelligence artificielle sont conçus par des informaticiens qui travaillent avec vous ou est-ce que c'est une œuvre de collaboration? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors en ce moment, non, il n'y a pas d'informaticien avec moi. Je les développe avec l'INRIA, donc l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, à Sophia Antipolis, l'équipe EPION, dans laquelle je suis doctorant. Co-dirigé avec le professeur Iti, donc à l'Institut de recherche biomédicale de Mont-d'Or. Et on développe ces algorithmes avec à cœur de les transférer vers la clinique, c'est-à-dire de pouvoir faire bénéficier les patients de ces améliorations. Donc on s'appuie sur des micro-ordinateurs en fait, qu'on va brancher sur les consoles des manipulateurs en radiologie. Et les images vont partir de la machine, directement aller sur ces petits serveurs, exécuter les modèles d'intelligence artificielle, et nous les renvoyer sur notre outil de travail classique. Et vous avez dû faire des études spéciales en informatique pour... Alors pas du tout. Il y a énormément d'auto-formation en ligne. Hein. Aujourd'hui, Internet, c'est absolument incroyable tout ce qu'on trouve. Et je pense que toute personne désireuse a aujourd'hui les moyens et les connaissances qui sont accessibles. Donc il y a tout ce qu'il faut, et surtout il y a une communauté très dynamique en intelligence artificielle sur Internet, avec de nombreux forums où les gens sont amènent à répondre à des questions. En fait, personne à l'hôpital ne serait capable à répondre. Ça, c'est une vraie info pour les jeunes qui nous regardent, parce que nous avons reçu un certain nombre d'entrepreneuses qui ont créé de formidables innovations en santé en Afrique. Et donc, du coup, je vous invite à appliquer le conseil que vient de nous donner le docteur Blanc-Durand. Donc, j'ai envie de vous poser une dernière question. Où est-ce que vous voyez dans 10 ou 15 ans? Où est-ce que vous voyez? À quelle fonction? Et qu'est-ce que vous voudriez avoir réussi, en fait? J'envisage une carrière hospitalo-universitaire, donc au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Ce que j'aimerais vraiment arriver à faire, c'est accélérer le transfert de l'innovation à la PHP. C'est quelque chose qui est encore presque tabou, le médecin entrepreneur. On a une vocation de soins, mais en tant qu'universitaire, on a aussi cette vocation de recherche et d'enseignement. Et la recherche, pour moi, doit avoir une vocation, une finalité à être utilisée pour les patients. Et donc ça implique à un moment de trouver les financements, les moyens humains pour les développer. Et je pense que la PHP se dirige vers cette voie-là, et je le souhaite en tout cas. Où en est-on en France dans ce domaine qui est le vôtre par rapport, par exemple, aux États-Unis? Alors en France, on a une culture du nucléaire, ce qui fait que je pense qu'on est en avance et on a un accès. Aussi, on est très, on va dire, on est un petit pays, entre guillemets, si on ne compte pas forcément sur les dom-toms, mais ce qui permet, le problème avec les médicaments radioactifs, c'est qu'ils se désintègrent. Et donc sur des grands espaces, les distances font que le produit ne sera plus forcément radioactif au moment où on va le distribuer. En France, en 1 à 2 heures, on peut arriver à être à peu près n'importe où, et ça correspond à la demi-vie de ces éléments radioactifs.
Et puis il y a plein de centres de production, ce qui fait qu'il y a un maillage du territoire et de l'accès à la médecine nucléaire qui est très largement répandu. Et le niveau de connaissance, ou de développement des universités françaises et de la recherche par rapport à d'autres pays. La Russie a également des spécialistes dans ce domaine. Les Allemands en ont peut-être un peu moins. On est suffisamment financé. Et est-ce qu'il y a une collaboration internationale ? Alors il y a de la collaboration internationale, essentiellement centrée sur des pathologies. Il y a des collectifs, par exemple sur la maladie d'Alzheimer avec l'ADNI, ça s'appelle, Alzheimer Disease Neuroimaging. Et donc les images sont partagées pour arriver à mieux modéliser et mieux comprendre l'évolution de la maladie. Je pense que ça devrait être plus largement appliqué à d'autres cancers, par exemple. Mais il y a des problématiques essentiellement de l'anonymisation, de la pseudonymisation des données, où on touche à des données quand même très sensibles. Et puis surtout avec des images corps entiers, où les techniques de reconstruction, aujourd'hui scanner, permettent d'identifier a posteriori peut-être un visage. Quelle est l'équipe la plus forte dans le monde en médecine nucléaire? C'est la nôtre, j'imagine. En tout cas, avec qui vous interagissez aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des... Peut-être pas aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Europe peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres équipes aussi avancées que la France? Il y a des centres extrêmement respectables en Suisse, aux États-Unis, avec le PET Lab de Georges El-Fakhri. Non, il y a plein d'équipes. Il y a plein d'équipes. Et vous seriez tenté par une expérience à l'étranger? Alors, j'ai eu plusieurs expériences à l'étranger. J'étais justement au CHUV, au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne, dans le service du professeur Prior, avec une autre médecine nucléaire, mais tout aussi intéressante. Après, dans le cadre d'une carrière hospitalière universitaire, on est obligé de faire ce qu'on appelle des disponibilités, essentiellement internationales, pour nouer des partenariats avec d'autres équipes, puis aussi rencontrer, interagir, essayer de voir ce qui se fait de bien ailleurs. Donc, oui, est-ce que l'arrivée de la pandémie a modifié votre façon de travailler, vous a handicapé? Est-ce que ça a eu une conséquence dans vos... Alors, la première vague, maintenant on peut presque parler, c'est ça, on va parler de vague. Il y a eu une évolution, on a vu beaucoup de patients décommander leur examen, donc ils ne sont pas venus, avec des réponses plutôt dramatiques les mois qui ont suivi, puisque le temps de réattraper le retard, souvent des patients sont devenus métastatiques entre-temps. Et on a vu des formes beaucoup plus graves sur l'été dernier, en fait, par rapport à ce qu'on avait l'habitude. Donc ça a été la première vague. Au sein donc, du département médico-universitaire, donc FIXIT, qui est dirigé par le professeur Luciani, on a mis en place un parcours de soins en dédiant une de nos caméras pour faire des patients Covid. Donc des radiologues du service venaient interpréter des scanners thoraciques pour mieux diagnostiquer les patients Covid. Donc on a dû adapter le service en séparant une zone qui était radioactive d'une zone qui était non radioactive pour favoriser l'accès aux soins. Et est-ce que c'est une réticence des patients qui ne sont pas venus parce qu'ils avaient tellement peur du Covid, ou est-ce que de votre côté vous ne pouviez pas les accueillir? Non, on pouvait les accueillir. Ah, vous pouviez? C'était vraiment des patients. C'était pas dû Il n'y a pas eu, nous, de déprogrammation. Les recommandations de la Société française de médecine nucléaire étaient de prolonger les actes essentiels, notamment en cancérologie. Est-ce que techniquement la médecine nucléaire a apporté des réponses, notamment, j'imagine, pour regarder les poumons? Est-ce qu'on a pu regarder des lésions du long Covid, par exemple? Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus? Est-ce qu'on peut regarder a posteriori, bien sûr? Est-ce que vous menez à bien ce type de travaux? Alors, il y a l'équipe de Marseille. Alors, non, pas forcément sur les lésions pulmonaires. Donc, les lésions pulmonaires, elles sont visibles scannographiquement. C'était plus sur les, comme vous dites, les Covid de long. Oui. Où il semblerait qu'il y ait des altérations du métabolisme glucidique cérébral chez ces patients. Et donc, c'est le professeur Gage à Marseille qui mène une grosse étude là-dessus pour essayer de récupérer les données de TEP FDG cérébral chez ces patients pour essayer de voir quelles sont les anomalies. Et notamment, par exemple, on voyait bien l'hypométabolisme des aires olfactives, en fait, en rapport avec l'anosmie. Donc, la médecine nucléaire va aussi permettre de faire progresser la connaissance sur le Covid long.
probablement. Ouais. Merci beaucoup, docteur Blanc-Durand. Merci Merci à beaucoup vous. d'avoir accepté de Merci à vous. participer à cette émission.